Les images de la mort de Kadhafi ont fait le tour du monde. C'était le 20 octobre 2011. Mais aujourd'hui, les secrets du dictateur empoisonnent toujours la vie politique française avec cette question. L'ancien président libyen a-t-il participé au financement de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007 ? Depuis un an, des juges français enquêtent. Ce soir, vous allez entendre un document exclusif. L'enregistrement d'une des dernières interviews de Mouammar Kadhafi. Il y affirme avoir financé la campagne de Nicolas Sarkozy. Vrai ou faux ? Pour répondre à cette question, le journaliste Pascal Henry a convaincu des hommes de l'ombre de témoigner. Ce sont d'anciens membres de la garde rapprochée du dictateur et des Français au cœur de cette affaire. Je m'appelle Pascal Henry, je suis journaliste. Depuis 20 ans, j'enquête sur les affaires troubles de la République. Des affaires où les personnes mises en cause ne se bousculent pas devant micros et caméras. Du scandale du Crédit Lyonnais à l'affaire Elf, qui implique la gauche dans les années 90, aux ventes d'armes avec commissions occultes, qui éclaboussent la droite dans les années 2000, les dossiers s'empilent dans les bureaux des juges, des policiers, des journalistes. En 20 ans, j'ai bien compris que mon travail d'enquête ne débouchait pas toujours sur des preuves irréfutables. Alors, en mars 2011, le 16 exactement, ces images m'interpellent. À l'écran, Saïf al-Islam, le fils aîné de Kadhafi. La France va bientôt bombarder son pays et le voilà qui accuse le président de la République de l'époque, Nicolas Sarkozy. Tout d'abord, il faut que Sarkozy rende l'argent qu'il a accepté de la Libye pour financer sa campagne électorale. C'est nous qui avons financé sa campagne et nous en avons la preuve. Coup de bluff d'un adversaire acculé ou début d'une nouvelle affaire. 3 mois après les déclarations du fils de Kadhafi, je me rends à Tripoli, la capitale libyenne, en pleine guerre. Je pars à la recherche de preuves sur un soupçon de financement au profit de Nicolas Sarkozy. J'ai pu entrer dans le quartier général. Les partisans du guide résistent encore au bombardement. J'y rencontre mes premiers contacts. On me promet des confidences pour plus tard. Aujourd'hui, Kadhafi est mort, son clan est en prison ou en exil, le pays plongé dans le chaos. Et mon enquête piétine. Kadhafi a-t-il financé le candidat Sarkozy pour son élection à l'Élysée en 2007 ? Quels étaient les rapports entre les deux hommes, entre les deux pays ? Qui était vraiment ce dictateur qui a soufflé le chaud et le froid sur la planète entière ? À peine arrivé au pouvoir par la force en 1969, le colonel Kadhafi entretient de bons rapports avec la France. Il est reçu à l'Élysée. Il achète des armes et des avions de combat. L'idylle ne va pas durer. Très vite, l'homme qui tient son pays d'une main de fer commence à soutenir le terrorisme international au Moyen-Orient, en Afrique, jusqu'en Irlande. Dans les années 80, il commandite des attentats. Berlin en 86, contre des soldats américains. 2 ans plus tard, c'est un Boeing de la Pan Am qui explose au-dessus de l'Écosse, à Lockerbie. Bilan 270 morts. En septembre 1989, un attentat détruit en plein vol, au-dessus du désert du Ténéré, un DC-10 de la compagnie française UTA, causant la mort de 170 personnes. En représailles, l'ONU impose pendant 10 ans des sanctions sévères qui mettent le pays à genoux, en le privant de sa principale richesse, le pétrole. Au début des années 2000, l'embargo devient intenable pour la Libye. Kadhafi change de stratégie. Il accepte finalement d'indemniser les victimes de tous ces attentats. Pour les négociations, il peut compter sur son fils Saïf, le plus pro-occidental de la fratrie. Ce rapprochement entre la France et la Libye, Marcel Secaldi en connaît l'histoire. Cet avocat a défendu l'État libyen. Je pars à sa rencontre. C'est aujourd'hui encore un proche du clan Kadhafi. Il défend les intérêts de 4 anciens dignitaires du régime. C'est Saïf al-Islam qui a amené la Libye à se tourner vers l'Occident et à abandonner ou à mettre en suspens le soutien à tous les mouvements de libération qui se trouvent en Afrique, en Extrême-Orient, voire même en Amérique du Sud. La fin de l'embargo va permettre à la Libye de redevenir très riche.
Elle peut désormais exporter tout son pétrole. La fin des sanctions lui permet aussi de récupérer les milliards de dollars gelés par l'ONU qu'elle avait investis partout dans le monde. Michel Scarbonchi est un ancien député européen radical de gauche. Homme de réseau tourné vers l'Afrique, il garde des liens avec certains membres du clan Kadhafi. L'essentiel des investissements libyens pendant 30 ans se sont faits aux États-Unis, en Europe. En 40 ans de pouvoir, Kadhafi aurait investi près de 500 milliards de dollars dans le monde. 250 milliards pratiquement aux États-Unis, 250 milliards en Europe. De l'argent placé en espèces ou en or et de l'argent placé en actions dans les grandes entreprises. La Libye révolutionnaire avait donc le sens du capital, le vrai. Ce document détaille toutes les participations d'un des fonds d'investissement de la Libye, le Libyan Investment Authority. En tout, 64 milliards de dollars placés dans des entreprises mondialement connues, comme Coca-Cola, Caterpillar, ExxonMobil et même Heinz, le roi du ketchup, aux États-Unis. En Europe, la Libye a des actions dans Nokia, Nestlé, les laboratoires Roche et une participation importante, plus de 7%, dans Siemens. Mais ce fonds avait un goût prononcé pour les sociétés françaises. France Télécom, Vivendi, EDF, GDF, les ciments Lafarge, le groupe Danone. En tout, des actions dans les 70 plus grosses sociétés occidentales. Mais Kadhafi n'a pas placé son argent qu'en Occident. À coups de millions de pétrodollars distribués, il compte mener l'Afrique à la baguette. Le Kadhafi, pour jouer un rôle très important sur le continent africain et dans l'Afrique subsaharienne, distribue beaucoup d'argent, investit dans les mines, investit dans les hôtels, dans la construction d'infrastructures. En 10 ans, Kadhafi a dépensé 50 milliards de dollars en Afrique via un autre fonds d'investissement, le LAP, le Libyan African Portfolio. À la tête de ce fonds, il va nommer un homme de confiance, Béchir Saleh. Cet homme va jouer un rôle très important dans le jeu franco-libyen. Béchir Saleh, c'est un haut fonctionnaire libyen, un diplomate libyen qui a fait toute sa carrière dans la diplomatie libyenne en Afrique. C'est un des rares dirigeants libyens francophones. Il parle un français remarquable. Diplomate et gérant de fortune, Béchir Saleh est bien plus que cela dans le jeu politique libyen. Un homme peut m'en dire plus. Pour le rencontrer, direction l'Allemagne, où il vit. Il s'appelle Jean-Pierrot Mahi. Ce Camerounais a longtemps été au service de Béchir Saleh. Moi, je l'appelle le porteur d'ordre de Kadhafi. C'était celui qui avait pu avoir la confiance de Kadhafi et celui en qui Kadhafi avait confiance pour donner un certain nombre d'ordres afin que ces ordres soient réellement exécutés. D'accord. Voilà. Puissant donc. Puissant parce qu'il était la voix de son maître, oui. Béchir Saleh établit un lien privilégié entre la France et la Libye. Tout cela sur ordre de Kadhafi. Il décide de donner le feu vert à M. Salah pour contacter les différents États de manière officieuse pour leur dire nous avons maintenant, le guide a maintenant envie de revoir la coopération entre les pays. Dans les années 2000, c'est lui, diplomate, qui recrée les liens avec la France. Il a créé, dès la mandature Chirac jusqu'à la mandature Sarkozy, un certain nombre de relations, de très très bonnes relations, qui étaient de relations cordialité, de relations de travail. Il joue un rôle important avec les services français, il joue un rôle important avec les autorités politiques françaises. Et ce rôle ne s'est jamais démenti jusqu'en 2011. Voilà, il est l'homme de la France. Grâce à des hommes comme lui, les relations politiques et économiques entre la France et la Libye vont se lier à nouveau. En 2004, Jacques Chirac, président de la République, débarque à Tripoli. C'est la réconciliation. Dans la délégation, beaucoup d'hommes d'affaires français l'accompagnent. Les discussions portaient sur des aspects économiques, notamment l'ouverture du secteur privé et le pétrole, dont la Libye possède 3% du total mondial. Derrière le guide, Béchir Saleh, l'homme du rapprochement entre la France et la Libye.
Je ne vais pas vous dire que c'était comme le métro aux heures de pointe, mais qu'il y a eu beaucoup de voyages. Selon Marcel Secaldi, la Libye devient la poule aux œufs d'or pour les industriels français. C'est vrai que c'était important parce que la Libye était rentrée de nouveau dans le concert des nations, que la Libye pouvait être un client potentiel important pour la France. Il ne se passait pas, par exemple, une semaine sans qu'il y ait des messages entre la France et la Libye. Voilà. Il ne se passait pas une semaine sans qu'il y ait un responsable français qui vienne. C'était des relations vraiment cordiales, hein, vraiment cordiales. Un témoin privilégié a assisté à toutes ces visites. C'était l'un de mes contacts lors de mon premier voyage en Libye, en juin 2011, pendant la guerre. C'était à Bab el-Azazia, le QG de Kadhafi. Ce témoin, c'est Zora Mansour, la numéro 2 des Amazones, la garde féminine de Kadhafi. 2 mois après ces images, elle a été capturée et torturée. Aujourd'hui, elle vit à Tunis, où elle s'est réfugiée. L'ancienne kadhafiste a fini par accepter une interview. J'ai rendez-vous dans cet hôtel du centre de la ville. Mais finalement, Zora Mansour refuse d'être filmée. À son insu, j'enregistre ce qu'elle dit avoir connu des relations franco-libyennes. Je suis dans l'entourage de Kadhafi depuis 1977. Je faisais partie de sa garde personnelle. Et j'ai travaillé en tant que conseillère politique au ministère des Affaires étrangères, sur le dossier France. Depuis 1990, je sais tout ce qui se trame dans les relations franco-libyennes. Ce que je peux vous dire, c'est que Kadhafi souhaitait un véritable partenariat avec la France et l'Union européenne en général. Le partenariat commence par des contrats d'armement. Bernard Chenel était aux premières loges. Ancien éleveur de chevaux en Normandie, il est aujourd'hui vendeur d'armes, notamment pour Thales. Je le retrouve à Deauville. Cet intermédiaire officiel, je l'avais déjà rencontré au cours d'une autre enquête. Très tôt, il va se positionner sur ce marché libyen, très prometteur. La Libye va s'ouvrir, c'est un Eldorado. Alors moi, il est évident que j'ai saisi la balle au bond. Il était mon devoir d'aller prendre de vitesse les Américains, les Anglais, enfin tous les pays occidentaux qui allaient se précipiter vers cette nouvelle Eldorado. Bernard Chenel devient donc intermédiaire pour Thales, un fabricant d'armes français auprès du colonel Kadhafi. Son contact, le général Abdourahman Ali Al-Sead, est le chef des achats militaires. Et Kadhafi, son souci, son obsession, c'est qu'il avait échappé au bombardement de Reagan, comme vous le savez. En 1986, les Américains avaient tenté d'éliminer Kadhafi en bombardant son QG. Ça avait beaucoup marqué et ils savaient, les généraux, Abdelrahman, les différents entourages, avaient dit, mais vous savez qu'on a des Crotales qui sont de la défense aérienne. Des missiles, quoi. Des missiles Crotales. Des Français. Des missiles français, mais ils sont en mauvais état, il faudrait les remoderniser. Et j'étais donc l'initiateur de ce projet. À cette époque, un autre Français effectue de nombreux voyages à Tripoli. C'est le fondateur de l'association parlementaire France-Libye, le député UMP Patrick Ollier, compagnon de Michel Alliot-Marie, à l'époque ministre de la Défense. Patrick Ollier, je l'ai rencontré, il est évident qu'il était marié avec Michel Alliot-Marie et que ça lui donnait des ailes en Libye. Ça lui donnait tellement d'ailes qu'il venait régulièrement à Tripoli voir le colonel. Des voyages qui font naître des soupçons. Dans une autre affaire, la justice saisit des carnets, ceux du général Rondeau, ancien chef des services de renseignement français. Le 19 avril 2005, le général Rondeau évoque l'affaire Paul, les initiales de Patrick Ollier. 2 mois plus tard, il écrit que Denis Rank, le patron de Thales, s'inquiète de supposées commissions libyennes au profit de Patrick Ollier. Et il ajoute « Ne pas chercher à en savoir plus », mais recueil passif d'informations pour prévenir MAM, Michel Alliot-Marie. Mis en cause publiquement, Patrick Ollier ne sera pas davantage inquiété. Il n'a pas donné suite à nos demandes d'interview.
Des soupçons alimentés par Kadhafi et sa conception toute personnelle de la courtoisie. Vous savez, le colonel avait une fâcheuse habitude, qui était une bonne pour les visiteurs, c'est que les chefs d'État africains, quand ils rendaient visite, ils repartaient tout le temps avec une petite valise. Et quand ils arrivaient dans leur pays respectif, il y avait certaines sommes d'argent. C'était pour, comment on dit, le patron, un des patrons avait dit pour fluidifier les rapports. En 2005, un personnage qui connaît bien ce genre de pratique entre en scène. Ziad Takieddine. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises. Un intermédiaire en vente d'armes, bien connu pour ses liens passés avec le clan Balladur-Sarkozy. Il menait alors grand train dans un hôtel particulier du 16e arrondissement. Mis en examen à 4 reprises dans des affaires politico-financières, le franco-libanais a déjà effectué 2 séjours en prison. Café volontiers. Depuis, son immeuble a été saisi. Aujourd'hui, il n'a pas le droit de quitter la France et vit désormais dans un appartement à Neuilly. C'est là que je le retrouve. Son histoire avec la Libye, me dit-il, a commencé en 2005. Un jour en septembre 2005, un ami à moi, libanais, me présente Saif el-Islam Kadhafi, donc le fils du colonel Kadhafi, à un dîner dans un restaurant à Paris. Le contact entre les deux hommes passe bien et Saif al-Islam décide de lui ouvrir les portes de son pays. Donc je décide d'aller en Libye et voir un tout petit peu la situation sur place, comment elle était. À Tripoli, Ziad Takieddine rencontre le colonel Kadhafi en personne, ainsi que les hommes forts du régime. Bagdadi Mahmoudi, le futur Premier ministre. Choukri Ghanem, le Premier ministre et futur ministre du pétrole. Béchir Saleh, le trésorier du pouvoir. Abdallah Senoussi, le patron de la police politique. Et Moussa Koussa, le chef des services secrets. J'ai trouvé, moi, que la démarche du colonel Kadhafi était de dire pourquoi pas la France. De retour à Paris, Ziad Takieddine informe ses amis politiques. Et je vois Claude Guéant avec Sarkozy, candidat affiché à la présidence de la République. Donc je le vois et je lui raconte ça. En 2005, le marché libyen s'ouvre. Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, s'intéresse aux contrats commerciaux avec la Libye. Takieddine l'affirme, il est à présent mandaté par le duo Sarkozy-Guéant pour agir en leur nom. Bernard Chenel, le vendeur d'armes, raconte la surprise de ses interlocuteurs libyens chargés de recevoir ce nouvel intermédiaire. Vous arrivez avec une lettre à l'en-tête. Ministre de l'Intérieur, Monsieur Sarkozy. Je recommande chaudement Monsieur Ziad Takieddine, qui est un homme remarquable pour notre industrie. Thales, ça m'a fait plaisir, Dassault, EADS, enfin toute l'industrie, le complexe militaro-industriel, je le recommande chaudement de travailler avec lui, et il est très agréé par nous, par le gouvernement français, signé Sarkozy. Et alors, Abdelrahman m'a dit, moi c'était curieux, j'ai vu ce type arriver, il était au courant d'aucun contrat, ni de l'évolution, ni rien, ni dans un sens, ni dans un autre. Bernard Chenel n'a jamais eu sous les yeux cette lettre de recommandation, mais il comprend qu'il est évincé. Quant à l'intervention du nouvel intermédiaire, il a son explication, le financement politique occulte. C'est de la rétrocommission. Qu'est-ce que vient faire M. Ziad Takieddine dans ces affaires? Ziad Takieddine affirme lui avoir eu une seule mission, faire de Nicolas Sarkozy le principal interlocuteur des Libyens. L'équipe Sarkozy, Guéant, ont voulu tout accaparer dans les dossiers de ce qu'ils ont appelé sensibles, mais en réalité c'était tous les dossiers des affaires étrangères de la France. À eux seuls, le chef et son adjudant.
Dès 2005, Claude Guéant, alors directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur Nicolas Sarkozy, multiplie les voyages discrètement en Libye. Zora Mansour, l'Amazone de Kadhafi, se souvient de l'avoir croisé. Il y avait un conseiller de Sarkozy, Claude Guéant, celui qui a été ministre de l'Intérieur. Il venait rencontrer Saïf al-Islam, le général Abdul Rahman et Abdallah Senoussi. En fait, Claude Guéant prépare une visite, celle de son ministre. Nicolas Sarkozy doit bientôt se rendre à Tripoli pour évoquer l'immigration et le contrôle des frontières avec des contrats à la clé. Un déplacement officiel et pourtant, comme le montre ce document rédigé par Ziad Takieddine, les préparatifs se font dans le plus grand secret. La visite préparatoire est inhabituelle. Elle doit revêtir un caractère secret. Pour cette raison, il sera préférable que Claude Guéant se déplace seul et que le déplacement s'effectue sans fanfare. Un secret défense absolu devra donc accompagner les préparations parallèles. En octobre 2005, Nicolas Sarkozy rencontre Mouammar Kadhafi pour la première fois. Entre les deux hommes, le courant passe bien. Nicolas Sarkozy s'impose comme un ami de la Libye. 2 ans plus tard, le 6 mai 2007. Un écart conséquent, voici le résultat, c'est Nicolas Sarkozy qui est élu président de la République. D'après un proche de Kadhafi, à peine installé à l'Élysée, le nouveau président reçoit un coup de fil de Tripoli. Au téléphone, Mouammar Kadhafi. Ce contact m'en a remis la transcription. Voici ce que les deux hommes se seraient dit. Je réitère mes félicitations pour la confiance dont le peuple français a fait preuve en vous élisant, Président. Monsieur le Président, je suis enchanté de parler avec vous. Vous méritez pleinement le titre de guide suprême. Après les politesses, le business. Je souhaiterais donner un nouveau cadre à nos relations bipartites. En ce qui concerne l'énergie nucléaire, je suis prêt à envoyer une délégation de reconnaissance afin d'étudier cette question. Dans le domaine de la défense, il serait bon que nous puissions œuvrer concrètement avec la Libye. Puis le président Sarkozy se montre plus précis. Quelle est la personnalité que je peux rencontrer afin de discuter des questions délicates? Peut-être Béchir. Béchir Saleh, l'homme qui a rapproché la France et la Libye, voit son rôle d'intermédiaire officieux confirmé. Nicolas Sarkozy lance enfin une invitation. Je vais rencontrer prochainement Monsieur Béchir Saleh et nous entendre sur votre visite en France. Sept mois plus tard, Sarkozy officialise en grande pompe cette lune de miel. Nous sommes en décembre 2007. Kadhafi plante sa tente à 2 pas de l'Élysée. La République lui déroule le tapis rouge. Un homme se souvient de cette visite, il s'appelle Mofta Missouri. Ce docteur en histoire a fait ses études à la Sorbonne. Pendant 15 ans, il a été l'interprète exclusif de Kadhafi. Le voici, derrière le colonel, en visite au château de Versailles. C'est à Tripoli que j'ai fini par retrouver sa trace. 2 ans après la mort de Kadhafi, la capitale libyenne garde les stigmates de la guerre. Voilà ce qu'il reste du QG de l'ancien dictateur. Si la ville offre une apparence paisible et commerçante, la Libye vit en fait au bord du chaos, menacée par des milices tribales. Même s'il avait pris ses distances avec le régime juste avant la guerre, l'ancien interprète de Kadhafi reste sur ses gardes. Il a accepté l'interview avec difficulté et à l'abri des regards dans cet hôtel modeste. Le séjour parisien du maître libyen, il s'en rappelle très bien. C'était d'abord une visite officielle à l'invitation du président Sarkozy. On est allé là-bas, on a chassé, on a fait des tours en ville, si j'ose dire. On a acheté même sur les quais de la Seine des bouquins d'occasion. La visite est controversée.
Mais elle est le prix à payer pour tenter de décrocher des contrats. Sarkozy disait toujours au guide de la Révolution qu'il était l'ami de tous les jours, qu'il n'était pas l'ami d'un jour. C'est sa façon de parler. Qu'il était prêt, n'est-ce pas, à aider la Libye, à revendre à la Libye ou à vendre à la Libye tout ce dont la Libye avait besoin. La Libye a signé 12 accords avec la France, dont je me suis occupé directement parce que j'étais en charge du dossier France. Nous avons fait un accord pour acheter des Airbus, un réacteur nucléaire civil à Areva et des avions Rafale. Des avions Rafale que les équipes de Dassault avaient envoyés en Libye pour une démonstration en octobre 2007. Le contrat semble alors à portée de main. Mais selon Bernard Chenel, l'homme d'affaires évincé par Takieddine, cette vente n'avait aucune chance d'aboutir. Les militaires libyens avaient signé des accords secrets avec les Russes. Et les politiques français, affirment-ils, le savaient. Je savais très bien, au cœur étant dans l'affaire, que ça se ferait pas, que c'était les avions russes qui allaient acheter. Le Rafale, c'était pour faire joli, c'était pour faire passer, le pouvoir politique français faisait ça pour faire passer toutes les petites combines qu'on pouvait faire, politico-financières, qu'on pouvait faire, alors, que ce soit M. Guéant, que ce soit M. Saleh, M. Ziad Takieddine, M. Machin, comme ça, il y a le Rafale, mais personne ne se faisait d'illusions. À Paris, Kadhafi ne signe pas de contrat. Seulement des promesses d'achat de 21 Airbus et des équipements militaires. À la clé 7 milliards d'euros. Mais pendant les 3 ans de lune de miel entre la France et la Libye, aucun contrat important n'ira à son terme. Fin 2010, le monde arabe se met à trembler. La Tunisie se soulève contre Ben Ali, suivi de près par l'Égypte. Le 15 février 2011, c'est au tour de la Libye. Une manifestation réprimée dans le sang à Benghazi marque le début de la révolte. Elle se répand partout en Libye. Très vite, Kadhafi veut faire savoir en France qu'il a la situation bien en main. À sa demande, Ziad Takieddine lui organise à Tripoli une interview avec un hebdomadaire français. J'ai organisé une interview avec le président Kadhafi pour un journaliste qui m'avait demandé de la part du journal du dimanche. Le journaliste qui interviewe Kadhafi s'appelle Laurent Valdiguier. Tout se déroule comme prévu, jusqu'à la dernière question du reporter. Valdiguier, le journaliste du journal du dimanche, voilà, commence à dire on raconte que vous avez financé des campagnes politiques, de partis politiques, en France, ailleurs, et M. Sarkozy. Et moi, je regarde le journaliste et je lui dis, écoutez, je vous demande de retirer votre question, sinon je vous préviens, je quitte tout de suite et je vous souhaite bonne chance pour sortir. Voilà. Ziad Takieddine refuse de traduire la question. À la fin de l'interview, lorsqu'il quitte la tente, Kadhafi prend Takieddine en aparté. Et me dit, rappelez-moi la question qu'ils ont posée. Je lui rappelle en arabe, et il répond en arabe. Et il lui dit, en arabe, et j'ai traduit, chaque chose en son temps. Ça, c'est le dernier mot. Pour Kadhafi, ce n'est pas encore l'heure des révélations. 5 jours plus tard, le 10 mars 2011, moins d'un mois après le début du soulèvement, Nicolas Sarkozy reçoit à l'Élysée les représentants des insurgés. Il lâche Kadhafi, l'ami de toujours. Les mêmes qui se précipitaient à Tripoli, qui se précipitaient à Sirte, qui se précipitaient à la porte de la tente de Kadhafi à partir de 2011, de février 2011, n'ont cessé de dénoncer le tyran, le dictateur, etc. Il ne comprenait pas pourquoi Sarkozy avait changé
son attitude ou ses attitudes vis-à-vis de Kadhafi d'une façon radicale. Pourquoi ce coup de théâtre? Pourquoi ce volte-face? La guerre n'est plus loin. L'ONU va bientôt autoriser les frappes sur la Libye. Pour Kadhafi, le temps est venu de répondre à ces rumeurs de financement politique. Le 15 mars 2011, la journaliste Delphine Minoui, qui suit les événements à Tripoli pour le Figaro, décroche la dernière interview de Kadhafi. Elle est explosive. C'est Kadhafi qui a choisi de me rencontrer moi parce que je travaille pour le Figaro, parce qu'à l'époque c'était Nicolas Sarkozy et qu'on connaissait les liens étroits entre le journal et le président de la République. Un 4x4 officiel attend la journaliste au pied de son hôtel. Direction Bab al-Azazia, le quartier général de Kadhafi. Un bunker, je dirais, très très protégé, des murs d'enceinte, de nombreux barrages, des checkpoints. Au loin, on reconnaît cette bâtisse, la bâtisse de Kadhafi qui avait été attaquée par les Américains en 86. Et puis la tente de Kadhafi, la même tente d'ailleurs qu'il avait emmenée à Paris quand il était venu rencontrer à l'époque Sarkozy. Et j'arrive sous cette tente et Kadhafi était déjà assis sur un fauteuil en plastique, des lunettes complètement teintées. Et entre nous deux, il y a Mofta Missouri. Et l'interview commence. Delphine Minoui m'a confié l'enregistrement de cet entretien. Un document sonore exceptionnel, posthume, et encore jamais diffusé. Qui sont à ce jour vos pays amis? On y entend parfaitement les questions de la journaliste. Les réponses du colonel Kadhafi. Sauf mon ami Sarkozy. Le tout traduit par Mofta Missouri. Et puis je continue à lui poser des questions comme ça sur l'état d'avancée de la rébellion, etc. Et je commence à le sentir très nerveux. Il fait des phrases très courtes, il bâille pour faire comprendre qu'il s'ennuie. Et arrive la question que je lui pose concernant Sarkozy. Vous êtes connu pour être un ami de la France. Est-ce que vous vous êtes senti lâché par le président Sarkozy? Oui, effectivement. Vous avez été étonné? Oui, effectivement. Kadhafi se redresse dans son fauteuil, se racle la gorge et commence à me dire moi je pense que mon ami, mon cher ami Sarkozy a un désordre mental. Et il affirme. Moi j'ai été étonné. Je n'ai rien dit. Notamment, c'est moi qui l'ai fait arriver au pouvoir en France. Il a complètement changé de ton. Il veut parler, donc je le relance en lui demandant plus de détails. Comment justement? Nous lui avons donné le financement nécessaire pour qu'il puisse gagner les élections chez lui. Et il commence à me dire que oui, à l'époque, pendant sa campagne présidentielle, Sarkozy lui a rendu visite. Il était venu ici, sous cette tente-là, et il m'a demandé un soutien financier, si vous voulez, et on l'a soutenu financièrement. Et il a gagné les élections. Pourquoi à l'époque vous avez accepté de financer sa campagne? Pour nous, en tant que Libyens, si le président de la République française gagne les élections grâce à nos fonds, c'est vraiment un gain pour nous. Et la dame lui a demandé à hauteur de combien? Vous avez financé l'essentiel de la campagne ou c'était juste une partie électorale? Je ne sais pas. Il nous a demandé un montant, on lui a donné le montant. D'accord. En liquide, en chèque? Chèque ou naqdan? Je ne sais pas, moi, je ne suis pas concerné par les choses. Il m'a juste précisé qu'il a donné des ordres au comptable et que le comptable a exécuté les ordres. Pour les détails, Kadhafi renvoie la journaliste vers Mofta Missouri.
si vous restez ici, je vais vous dire le montant exact par le truchement du professeur Missouri, c'est-à-dire par moi-même. Mais la journaliste doit rentrer en France. Ce n'est que 6 mois plus tard qu'elle obtient la réponse. Et voici ce que le guide aurait confié à Mofta Missouri. Professeur, au fait, il faut dire à Madame Minoui que j'ai contribué financièrement à la campagne Sarkozy à hauteur d'une vingtaine de millions de dollars. Il me l'a dit de sa propre bouche. Il m'a dit ceci dans un moment d'abandon, peut-être comme ça, de confidence. Il m'a dit qu'il avait contribué. C'est la première et dernière fois que le chef d'État libyen affirme en personne avoir financé le candidat Sarkozy. À l'époque, en mars 2011, le Figaro a mentionné ces accusations dans cet article. L'Élysée n'avait pas souhaité répondre à ce qu'il qualifiait de campagne de désinformation. Le lendemain de l'interview du Figaro, c'est le fils Kadhafi qui attaque à son tour Nicolas Sarkozy, lors d'une interview accordée à Euronews, à Tripoli. Que pense le régime du président Sarkozy? Tout d'abord, il faut que Sarkozy rende l'argent qu'il a accepté de la Libye pour financer sa campagne électorale. C'est nous qui avons financé sa campagne. Et nous en avons la preuve. Nous sommes prêts à tout révéler. La première chose que l'on demande à ce clown, c'est de rendre l'argent au peuple libyen. Nous avons tous les détails. Les comptes bancaires, les documents et les opérations de transfert. Nous révélerons tout prochainement. S'agit-il d'une manœuvre pour déstabiliser Sarkozy? Aucune preuve n'accompagne ces déclarations. Pourtant, Ziad Takieddine est convaincu que l'Élysée s'inquiète des accusations du clan Kadhafi. Il repense à ce qui lui est arrivé 12 jours plus tôt, lors de l'interview organisée pour le journaliste Laurent Valdiguier du Journal du Dimanche. Après la rencontre, Kadhafi met à leur disposition un avion pour le retour. L'avion doit faire une escale à Londres pour y déposer Ziad Takieddine. Coup de théâtre. Ils sont contraints d'atterrir à l'aéroport du Bourget à Paris. 3 voitures de police l'encerclent. Les douaniers fouillent l'avion et trouvent une mallette appartenant à Takieddine. Elle contient 1,5 million d'euros. Mais pour l'intermédiaire, ils cherchaient autre chose. Les documents. Quels documents? Il pensait que pendant que j'étais là-bas pour chercher les documents. Et vous aviez cette idée en tête? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Devant le juge Van Ruymbeck, le 9 mai 2012, Ziad Takieddine affirme que Claude Guéant lui a tendu un piège. Je suis convaincu qu'il y a eu financement et que M. Guéant, qui savait que j'étais en Libye, a demandé mon interpellation. Il devait être persuadé que je détenais des preuves de ce financement que j'aurais obtenues lors de ma visite en Libye, ce qui explique d'ailleurs la fouille au corps que j'ai dû subir. Il s'est dit, il va aller pour chercher les documents. Donc, allons-y, tuons-le. Ziad Takieddine, alors en froid avec le tandem Guéant-Sarkozy, représente une menace. C'est lui qui a introduit Claude Guéant en Libye. Lui aussi qui est témoin de la rencontre entre Sarkozy et Kadhafi à Tripoli, en octobre 2005. Un tête-à-tête au cours duquel les deux hommes auraient parlé de financement politique pour la première fois. Sarkozy part et moi je reste. Je fus convoqué par M. Sanoussi. Et lui me dit, écoutez, est-ce que vous pouvez me raconter un tout petit peu comment ça se passe chez vous, les élections présidentielles? Je dis, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, parce que Sarkozy a demandé au leader 25 millions de dollars dont il a besoin pour sa campagne présidentielle. Et là, je vois le leader lui-même, la nuit. Et il me confirme. Takieddine affirmant connaître le montant en dollars. Il a demandé 25, il a eu 20. Des témoignages détaillés qui accusent. Nous lui avons donné le financement nécessaire. Mais toujours aucune preuve. Pas de traces de versement d'argent, pas de numéro de compte en banque. Tout cela ne serait-il qu'une grande opération de désinformation?
Nicolas Sarkozy a-t-il vraiment touché 20 millions de dollars de la Libye pour financer sa campagne de 2007 ? Une partie de la réponse se trouve peut-être à Tunis. C'est ici que certains membres du clan Kadhafi ont trouvé refuge pendant et après la guerre. J'ai rendez-vous avec l'avocat du dernier Premier ministre de Kadhafi, Bagdadi Marmoudi. Fuyant la guerre, le Libyen est arrêté en Tunisie et incarcéré. Lors d'une audition devant un juge en octobre 2011, Bagdadi Marmoudi aurait affirmé être impliqué dans le financement de la campagne de Nicolas Sarkozy. Son avocat tunisien, Mohamed Bakar, était présent lors de cette audition. Quelles étaient les questions qui ont amené à faire un certain nombre de déclarations concernant les financements politiques français? J'ai là l'original des minutes du greffier de la 10e chambre. Alors là, je vous lis, République tunisienne, ministère de la Justice, et à la page 7, il est protocolé, question de l'avocat, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes au fait de remise ou de contribution du régime libyen à la campagne électorale du président Sarkozy? Oui, répond Bagdadi, effectivement, c'est moi qui ai présidé ou qui ai diligenté cette opération. Claire? Il dit ça. Oui. Et il donne des détails? Non. Non, c'était pas l'objet d'une... On ne le demandait pas d'ailleurs. Il confirme. Il confirme, tout simplement. Voici le document que l'avocat me présente comme authentique. Je l'ai fait traduire. La phrase est bien là. À la question selon laquelle Bagdadi avait une implication dans le financement de la campagne électorale de Sarkozy, il a confirmé. Maître Bakar affirme par ailleurs que l'ancien Premier ministre libyen lui a dit lors d'un parloir avoir remis une valise d'argent à l'équipe de Sarkozy. La scène qu'il décrivait comme une anecdote de l'équipe électorale de Sarkozy. Et lorsque la valise a été ouverte dans un hôtel à Genève dont je n'ai pas le nom, la valise s'est ouverte et il m'a dit qu'un conseiller de Sarkozy est monté au-dessus pour la harnacher de nouveau, n'est-ce pas? Parce que la somme ou les billets, disons, c'était, disons, qu'il fallait de nouveau les entasser dans cette valise et les ranger, n'est-ce pas? Des remises d'argent opérées à Genève par Bagdadi Marmoudi, une histoire dont Ziad Takieddine a aussi entendu parler. Mahmoud et Bagdadi venaient avec l'argent à Genève. Et monsieur, comment il s'appelle, Claude Guéant allait le chercher, l'argent, et comptait les valises avec un certain Philippe de son cabinet. Mais ça, vous le savez comment? Par Mahmoud et Bagdadi. C'est lui qui vous l'a raconté. Une accusation grave que nous n'avons pas pu soumettre à Claude Guéant. Il n'a pas souhaité nous répondre sur le dossier libyen. Depuis, l'ancien Premier ministre a été extradé en Libye, où il attend son procès. À Tunis, toujours, un de mes contacts français proches des réseaux kadhafistes me propose une rencontre un peu particulière. C'est Pascal à l'appareil. Ouais, on est en voiture. Où on peut se donner rendez-vous? Où? Hôtel Majestic. Ok, à tout de suite. À tout à l'heure. Il m'a organisé un rendez-vous avec un certain Taher. L'homme se dit journaliste et a des révélations à me faire. Il était très proche des kadhafistes aux dernières heures de leur règne. En 2011, pendant la guerre, il aurait été arrêté à Tripoli puis torturé par des Français. Il a porté plainte en novembre dernier contre la France pour traitement inhumain. J'ai été enfermé pendant 72 heures, sans eau ni nourriture. Pourquoi lui, ils l'ont arrêté et torturé? Il cherchait des ministres qui ne s'étaient pas encore enfuis, quelques journalistes ou notables qui avaient une influence en Libye. C'est vrai que j'avais leur numéro de téléphone sur mon portable, comme celui de Saïf ou de Saadi, les fils de Kadhafi. Les fils de Kadhafi. Oui, tous les fils de Kadhafi. Est-ce que vous avez participé d'une façon ou d'une autre au financement, enfin au transport des fonds à destination de la France? Non, mais j'en ai eu connaissance.
Quand vous dites je sais, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une date, un moment, un montant, des gens qui ont été... Ce que je sais, c'est qu'à une période donnée, qui correspond aux élections en France et le soutien de Sarkozy, il avait besoin d'un certain montant. Et la Libye a versé cet argent à Sarkozy. Et c'était quoi le montant? C'était combien? 50 millions d'euros pour Sarkozy et 7 millions pour les intermédiaires. De 20, on passerait à 50 millions. Un montant dont j'ai déjà entendu parler dans cette histoire. Entre les deux tours de l'élection présidentielle le 28 avril 2012, le site Mediapart lance un pavé dans la mare. Il met en ligne ce document. Ce serait le projet d'accord pour le financement de la campagne de Sarkozy par la Libye, signé de la main de Moussa Koussa, le chef des services secrets libyens. Il autorise Béchir Saleh à procéder au versement secret. Un document jamais authentifié et sur lequel planent de sérieux doutes. Nicolas Sarkozy porte plainte pour faux. Une enquête judiciaire est en cours. Pour Taher, non seulement le montant est exact, mais la transaction aurait été filmée. Dans ces vidéos, il y a les échanges, les discussions et le détail du premier versement d'argent. Et c'est possible de le voir? Non. Je veux dire pourquoi? Est-ce que, si je vous les montre, cela garantit la sécurité de Saïf al-Islam? Quel lien entre les deux? Saïf al-Islam faisait partie des personnes qui s'occupaient de la distribution de l'argent. Lui, Abdallah Senoussi et Béchir Saleh. Oui, mais là, on peut vous accuser de manipulation si on n'a pas un élément un peu plus précis. Moi, je ne veux pas me mettre dans une situation où je peux me faire balayer. Il y a un groupe de personnes au niveau de l'État français qui sont mouillées dans cette affaire. Et moi, j'ai peur pour moi. Et Claude Guéant, vous l'avez rencontré? Ça se fait. Une transaction filmée, la ficelle paraît énorme. Et pourtant, un témoin nous assure que Kadhafi enregistrait discrètement toutes ces rencontres. L'interprète du guide témoigne. Mofta Missouri était aux premières loges. Les chefs d'État qui venaient en Libye, parfois, préféraient parler en tête-à-tête avec le guide, mais ils oublient que toute conversation avec un chef d'État ou un chef de gouvernement ou n'importe quel autre dignitaire était enregistré. Il y avait une sorte de bloc-notes. Ce bloc-notes qui ressemble à un livre. Et à l'intérieur de ce calepin, il y a un appareil qui enregistre. Et puis on transfère l'enregistrement sur un disque laser. Et que moi, après leur départ, je reçois l'enregistrement pour traduire ce qu'ils avaient dit. Donc j'étais au courant, même si je n'étais pas là physiquement. Et ça, c'était systématique? Systématique, oui. Et ces enregistrements ont disparu? C'est peut-être après le bombardement du quartier, du QG, ou bien on a transféré ça à quelqu'un, je ne sais pas. Des enregistrements audio circuleraient encore. À Paris, un homme dit en avoir reçu une copie. C'est Michel Scarbonqui, l'ancien député français proche de Béchir Saleh. Quand je m'étais intéressé au dossier libyen, j'avais créé des liens d'amitié avec Mohamed Al-Mishari. Mohamed Al-Mishari est un homme de 37 ans qui était un opposant à Kadhafi. En avril 2012, l'opposant libyen rencontre Michel Scarbonqui dans un restaurant parisien. Michel, il y a un groupe libyen qui, près de Tripoli, a découvert donc des cartons d'enregistrement de cassettes de Kadhafi. Je lui dis, bon, écoute, il y a tellement de films sur la Libye que, bon, il faut qu'il y ait quand même un échantillon, quelque chose. Il apporte cet échantillon et moi j'organise, je me contente de ce rôle-là, puisque c'est pas dans mes fonctions. Il
j'organise un rendez-vous avec la DCRI et DGSE de façon à authentifier l'élément. Quelques jours après, les gens que j'ai mis en face d'Al-Bishari l'appellent, les gens des services français, pour dire « ça nous intéresse ». Ça nous intéresse. Mais le contact avec Al-Bishari est brutalement rompu. 3 semaines après, Al-Bishari, qui est à Tunis, meurt d'une crise diabétique. Il avait le diabète, il avait le diabète et on peut mourir d'une crise diabétique. Il est mort dans la villa qu'il occupait à Tunis, la veille de prendre l'avion pour revenir à Paris. Et ces documents, ils sont où alors maintenant? On peut imaginer que le commando, après, les a vendus à d'autres. À d'autres, bien sûr. Vous savez, j'imagine que des services étaient prêts à payer très cher ce type de documents. Donc, ça a peut-être été récupéré par d'autres. Surtout quand ça implique des personnalités occidentales diverses et variées. Mais lorsqu'il s'agit de savoir quelle est la personnalité qui se cacherait derrière cet enregistrement, Michel Scarbonqui reste prudent. Était-ce une voix d'homme ou une voix de femme française? Oui, vous pensez que ça pouvait être un homme politique français? Peut-être. Mais je ne vais pas chercher à creuser, je ne pose aucune question. Et les affaires, vous savez, il faut savoir s'arrêter à temps. Qui détient ces enregistrements aujourd'hui? Cette piste s'arrête là pour l'instant. Pour savoir s'il y a eu financement à destination de la France, je remonte une autre piste, les traces bancaires. Sous Kadhafi, chaque mouvement d'argent suivait une procédure bien précise. Le chef comptable envoie ses collaborateurs à la banque centrale pour prendre de l'argent liquide. Et puis il met ça dans un coffre-fort. Et puis dès que des instructions arrivent, soit de la part du guide ou bien de Béchir, etc., donc il prépare la somme dans une enveloppe avec une sorte de bordereau pour la signature. Et le destinataire signe, ou bien son représentant, ou bien le directeur de cabinet lui-même, à savoir Béchir Saleh. Quand il demande de l'argent à la banque doit recevoir un ordre. Pourquoi? Il faut une référence. Donc la banque a le pourquoi et comment. Quand l'argent est retiré en liquide ou autre, ou transfert, il est mentionné les raisons de ce transfert ou ce montant liquide et à qui ils ont donné. C'est là où M. Béchir Saleh avait des documents. Béchir Saleh, l'homme est au cœur des relations franco-libyennes. Il connaît tous les secrets financiers entre Tripoli et Paris. Est-ce pour cette raison qu'il a été le seul homme du clan Kadhafi protégé par la France? Son parcours depuis la guerre pourrait l'attester. Fin août 2011, à la chute de Tripoli, il fuit la Libye et rejoint Djerba en Tunisie. Mais sa sécurité est menacée. Selon Ziad Takieddine, il est exfiltré avec l'aide discrète des autorités françaises. Il a été extirpé du Tunis, où il était, par un avion de Dassault, accompagné de l'ambassadeur de France, M. Boris Boyon. Donc il monte dans l'avion, il le ramène en France, et voilà. L'opération a lieu en novembre 2011. Pendant plusieurs mois, l'ex-directeur de cabinet de Kadhafi va vivre en toute tranquillité dans la capitale. Grâce à un contact, j'ai retrouvé sa résidence parisienne. Pas vraiment une cache, mais un confortable appartement de 300 mètres carrés, avenue Foch. Mon contact y habite désormais. Il m'a ouvert les portes. Donc vous êtes ici dans l'appartement où a vécu Béchir Saleh, son épouse et ses enfants. Ils ont vendu l'appartement officiellement en février, je crois, 2013. Et ils avaient quitté cet appartement au mois de juillet 2012. Et c'était, quand vous êtes rentré, c'était exactement comme ça? Rien n'a été touché depuis que Béchir et son épouse et ses enfants sont partis. D'accord. Et il n'y avait pas d'objet personnel? Il y avait des cartons
qui étaient mis dans une des pièces, mais qui ont été saisis par la police. Et les autres cartons sont repartis donc en Afrique du Sud, à la demande de l'épouse de Bachir Saleh. Il se trouverait donc là-bas. A priori, oui. Donc rien n'a bougé. Et là, je vois à gauche une sorte de sabre. C'est ce qui reste, oui. C'est à lui, c'est ce qui restait. Et dans les cartons, vous avez regardé les cartons ont été saisis donc, lorsque j'étais présent pour la police pendant la perquisition. Il y avait des objets personnels, des vêtements, des objets de cuisine, des jouets pour les enfants et des documents personnels qui prouvent que Bachir était présent au moins au mois de juin et juillet 2012. Et en fait, c'était sa planque. Non, sa femme vivait ici, sa dernière femme vivait ici avec ses enfants. Sa planque, je pense pas, parce que, a priori, il se baladait un peu comme il voulait, quoi. Et il payait combien? 13 104 € par mois, plus après tous les frais, parce que toute la décoration, a priori, il y en a pour plus de 300 000 €. 4 mois après son arrivée en France, le 15 mars 2012, Interpol diffuse un avis de recherche international contre Béchir Saleh. À la demande de la Libye, l'homme doit être arrêté partout dans le monde pour trahison et détournement de fonds. Les autorités françaises ne peuvent ignorer la présence du Libyen en France. Pourtant, personne ne donne l'ordre de l'arrêter. C'est une photo qui va troubler sa retraite. Le fugitif est aperçu à Paris déambulant tranquillement, près du boulevard Saint-Germain. Il y a une photo alors qu'on sait que ce monsieur était quand même recherché par les autorités libyennes. Et il était en fait en France. Mais vous pouvez être recherché par qui vous voulez. À partir du moment où les autorités françaises vous laissent tranquille, où est le problème? Donc elle l'a protégé, quoi. Oui, on peut considérer ça comme ça. Mais s'il a rendu des services à nos services et à nos autorités, pourquoi voulez-vous qu'on ne le protège pas? Quand même, c'est la moindre des choses. Mais parce que c'était le facteur de Guéant et Diata Kedine auprès de Kadhafi. Un facteur, c'est important, qui porte les plis au guide. Et il savait des choses, pour ça. Le lendemain de la publication de la photo, le trésorier de Kadhafi parvient à quitter discrètement la France. Il est vrai qu'il a sa vie en danger. Sa vie est en danger. Béchir Saleh est aujourd'hui protégé par l'Afrique du Sud, dont Kadhafi a largement financé les responsables politiques. Depuis le 19 avril 2013, la justice française enquête sur les accusations de financement occulte de la campagne de 2007. Le 9 janvier dernier, à Paris, l'ancienne chef des Amazones, Zora Mansour, a été interrogée pendant 8 heures par le juge en charge de cette enquête. À l'issue de mes investigations, j'ai réuni de nombreux témoignages. Mais comme souvent dans ces affaires, les éléments matériels sont absents. Malgré mes demandes d'interview, les hommes mis en cause restent silencieux. Proie des accusateurs, Saïf al-Islam, le fils de Kadhafi, l'ancien Premier ministre, Baghdadi Marmoudi, et Abdallah Senoussi, l'ancien chef du renseignement, attendent la fin de leur procès dans des prisons libyennes. Nous retrouvons sur ce plateau Michel Scarbonchi, député européen de 1997 à 2004 sous les couleurs des radicaux de gauche. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes consultant international aujourd'hui, spécialiste de l'Afrique, et Pascal Henry, auteur de l'enquête que nous venons de voir. Bonsoir. Bonsoir. Pascal. Nous avions bien sûr lancé une invitation pour ce plateau à Nicolas Sarkozy et Claude Guéant. Ils n'ont pas donné suite. Pascal, je me tourne d'abord vers vous. Quelle est leur position dans cette affaire et qu'est-ce qu'on vous a répondu exactement? Alors, je les ai contactés une première fois au cours de mon enquête pour leur demander des explications sur telle ou telle partie. Et puis, pas de réponse, ou en tout cas, ce qu'on m'a dit, c'est qu'on ne souhaitait pas alimenter la polémique. Et j'ai fait une deuxième salve, je dirais, d'invitation pour ce plateau, pour venir sur l'émission s'expliquer. Et j'ai eu la même réponse, c'est-à-dire qu'on n'a pas avancé d'un iota, c'est-à-dire que c'est les gens qui s'expriment pas, donc on ne peut pas avoir le contre-champ, je dirais, de cette enquête. C'est très difficile d'obtenir quoi que ce soit de cette partie-là. Alors l'exclusivité de Pièces à conviction ce soir, c'est évidemment cet extrait de l'interview réalisée par notre consoeur du Figaro, Delphine Minoui. On y entend
vous avez entendu Mouammar Kadhafi affirmant qu'il a répondu à la demande de Nicolas Sarkozy de financer sa campagne. Pascal, dans cette interview, Kadhafi ne parle pas spontanément, il faut le souligner, de Nicolas Sarkozy. Alors il faut dire deux choses. La première, c'est que le contexte est quand même extrêmement tendu. On est 2 jours avant le vote de la résolution qui va autoriser les bombardements sur la Libye. Donc il y a une vraie tension. Et curieusement, paradoxalement, on peut dire, Kadhafi était un peu... il a l'air serein, assez tranquille, et la façon dont il aborde l'affaire, je dirais, l'affaire du financement, et finalement, on n'a pas l'impression que c'est un missile qu'il veut lancer, on a l'impression qu'il le prend comme une infidélité qu'on lui aurait faite, que Sarkozy aurait faite à la Libye ou à Kadhafi. Et on n'a pas le sentiment que c'est de la revanche. Or, je pense bien qu'il y a quand même cette idée-là derrière sa tête, même si je n'étais pas, mais on sent qu'il y a quand même une idée de régler des comptes. Oui, il y a un règlement de compte, mais qui est pas prémédité totalement, puisque il s'exprime de façon tout à fait fluide. On n'est pas dans l'animosité, quoi. Michel Scarbonchi, vous avez évidemment entendu cet extrait. On va y revenir. Vous avez rencontré Mouammar Kadhafi. Vous avez reconnu sa voix sur cet enregistrement? Oui, elle est bien audible. C'est sa voix, oui, tout à fait. Puis celle du traducteur à côté, mais en arabe, c'est sa voix, oui. Alors, vous avez rencontré Kadhafi, vous avez été impliqué pour trouver une solution de paix avant que ce conflit, cette guerre n'éclate. Vous l'avez rencontré en tête-à-tête en juillet 2011, 3 mois avant sa mort. Est-ce que vous pouvez nous dire comment il était à ce moment-là? Oui, j'avais, en fait, avec des amis africains, on pensait cette guerre quelque part un petit peu injuste. La protection des populations de Benghazi n'impliquait pas que l'on s'attaque totalement à la Libye et que l'on change de régime, même si M. Kadhafi pouvait être un personnage discutable et condamnable. Et donc on avait décidé de faire une mission pour regarder de près la situation, alors que je n'avais jamais travaillé en Libye et j'avais aucune relation avec ce pays. Quand je l'ai rencontré, ça durait 7 minutes. Parce qu'il y avait des problèmes de sécurité que vous pouvez imaginer aisément, hein, et c'était entre Tripoli et Sirte, dans un lieu, une maison bunkérisée, etc. Et l'homme était... J'ai eu droit à une diatribe pendant 3 minutes, une diatribe terrible sur la France et le président français, surtout sur le président français. Et ensuite, on a parlé 4 minutes du plan de paix. Il était à ce moment-là fatigué, il parlait difficilement. Il était plein de rancœur et il était en difficulté. La guerre commençait à s'enliser, mais en même temps, il commençait à perdre de plus en plus de position. Vous nous dites, il vous a parlé du président français. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Est-ce qu'il revient? Qu'est-ce qu'il vous dit précisément? Non, mais il me dit, il m'a trahi. Il m'a trahi, je lui avais fait confiance, je comprends pas son attitude, etc. Il parle que de ça, hein, il parle comme la trahison d'une amitié ou d'une relation particulière, mais c'est tout. Est-ce qu'il vous semble crédible? On l'a souvent décrit comme un dictateur fou, sanguinaire. Là, il est acculé par cette offensive. On reste pas 42 ans au pouvoir si on est fou. Et il vous semblait crédible? Oui, tout à fait. L'homme est épuisé, il avait probablement peu dormi, et il dormait très peu, etc. Il était peut-être même sous l'effet de cachets, etc., ou de médicaments pour tenir le coup. Hein, je l'ai trouvé très épuisé, mais il s'exprimait correctement, lentement, mais correctement. Alors, vous avez rencontré aussi Monsieur Béchir Saleh, oui. On le voit dans le reportage, le missile-hominicide de Kadhafi. Est-ce qu'avec lui, est-ce que lui a déjà évoqué cette question du financement occulte de la campagne de 2007 de Nicolas Sarkozy? Béchir Saleh, au moment où je le rencontre à Tripoli, et je l'ai rencontré ensuite à nouveau fin juillet, avec d'autres anciens parlementaires européens qui m'avaient accompagné, et ensuite je l'ai rencontré à Paris, bien sûr, lorsqu'il est arrivé en France. On a, à ce moment-là, à Tripoli, on n'aborde pas ces problèmes-là. On est là pour parler du plan de paix et d'une sortie à la crise. Et on y contribue comme des délégations de parlementaires chinois, américains ou russes qui sont présents au même moment à Tripoli au mois de juin, juillet, août. On n'aborde pas les problèmes de financement. Pourtant, il est beaucoup cité, hein, Monsieur Béchir Saleh, comme étant celui qui envoie les messages, celui qui donnerait l'argent. Béchir Saleh est l'homme de la France. Béchir Saleh, depuis 1995, est l'homme des relations particulières entre la Libye et la France et des relations politiques. C'est l'homme des relations avec nos services.
les services secrets. C'est l'homme des relations pour les intérêts français. Parce que c'est un francophone et c'est un des rares Libyens qui est un francophone et qui est tourné naturellement vers la France. Les autres sont tournés vers la Russie, vers la Chine ou vers l'Italie ou la Grande-Bretagne, mais pas naturellement vers la France. Donc il faut l'avoir à l'esprit. Pascal Henry, on imagine qu'à l'Élysée, on suit cette affaire de très près? Ah oui, d'autant que pour Nicolas Sarkozy, c'est peut-être l'unique casserole judiciaire qui peut rester dans les différents dossiers qui ont été évoqués ces dernières années, l'affaire Bettencourt, etc. Le dossier libyen, c'est la vraie casserole. Et donc, de l'autre côté, c'est peut-être une aubaine pour l'Élysée dans la perspective des élections présidentielles de 2017. On peut se dire qu'il y a des intérêts en jeu assez forts. Michel Scarbonchi, vous êtes politiquement proche de François Hollande. On parle aussi d'une équipe rapprochée qui suit ce dossier, qui est très au fait de tout ça. Est-ce que vous nous le confirmez? Non, à ce moment-là, à l'époque? Non, aujourd'hui, autour de François Hollande. Aujourd'hui, je pense que le président de la République a suffisamment de champs d'action et de difficultés à gérer le pays pour pas avoir comme préoccupation essentielle. Il laisse faire la justice, il y a des juges qui enquêtent, il faut laisser travailler les juges. Oui. Maintenant, que le ministre de l'Intérieur ou que d'autres surveillent ce dossier plus particulièrement, probablement. Je vais vous donner un exemple. La fille d'Abdallah Senoussi, donc le patron de la police secrète et le beau-frère de Kadhafi, sa fille est venue plaider à l'Élysée la cause de son père qui est emprisonné à Tripoli. Il faut se rappeler quand même qu'il est considéré comme le responsable des attentats du vol UTA, mais il a des secrets évidemment sur les financements politiques. Takedine le dit dans l'interview dans le film, comme quoi c'est lui qui vient lui demander comment on fait pour financer une campagne électorale en France. On l'a entendu dans votre reportage. On va en venir aux preuves, Pascal, parce qu'il y a beaucoup de témoignages, un faisceau évidemment de présomptions que vous dessinez. Qu'est-ce qui peut exister comme preuve matérielle du financement secret qui est évoqué dans votre reportage de ces financements libyens? Il y a la Banque centrale libyenne, on en parle, il y a ces enregistrements. La Banque centrale, il y a des documents. Peut-être que Mofta Missouri, l'interprète, a gardé quelques éléments. Il ne me l'a pas dit, mais c'est possible. En tout cas, à la Banque centrale, il y a des choses, mais sauf qu'aujourd'hui, le pouvoir a changé à Tripoli, et donc ceux qui détiennent le pouvoir sont ceux qui ont été soutenus par la France du temps de la présidence de Nicolas Sarkozy. Et quand j'étais à Tripoli, ils m'ont tous dit, nous on serait très embêtés si on nous demande ce genre de choses, parce que Nicolas Sarkozy nous a aidés à lutter contre cette répression, ou en tout cas contre Kadhafi. Alors, il y a cet échange entre vous deux pendant le reportage où Pascal évoque le fait que vous avez eu, Michel Scarbonchi, en main un de ces enregistrements. Oui, tout à fait, grâce à Mohamed Al-Bishari, qui était le fils de l'ancien ministre des Affaires étrangères de Kadhafi, qui avait été tué dans un accident de la circulation, mais qui en fait était une liquidation en 97. Parce que le personnage prenait trop d'importance. Mohamed Al-Bishari avait des amis qui étaient un opposant à Kadhafi, un jeune chef Ça, vous l'expliquez dans le reportage, mais oui. Pour aller plus loin, parce que ce monsieur Bishari, oui. Il est mort juste avant de venir à Paris. Est-ce que vous pensez que c'est une mort naturelle? Il y a beaucoup de disparitions à ce moment-là. Il y a l'ancien ministre libyen, il y a l'ancien ministre du pétrole qui est noyé, qui meurt en Autriche, je crois, à Vienne, oui, c'est ça. Dans la capitale de l'OPEP. Dont il avait été un des principaux personnages d'ailleurs. C'est troublant pour vous tout cela? Oui, c'est troublant parce que dans ce type d'histoire, il n'y a pas de hasard. Mais Al-Bishari était vraiment diabétique, et donc un diabétique, si vous êtes seul, vous pouvez mourir, etc. Le problème, c'est que quand il porte cette cassette, c'est une cassette cryptée que lui a remis un commando qui a saisi cela près de Tripoli dans une villa appartenant à Senoussi. Vous n'avez aucune idée de ce qu'il y a dans cet enregistrement? Parce que c'est des documents que vous ne pouvez pas écouter. Seuls des services très bien équipés peuvent décrypter ce type de documents. Et ceux qui ont décrypté ne vous ont rien dit? Non, on m'a rien mis parce que je me suis contenté de la remettre parce que ce sont des choses très sensibles. Par contre, ce que je savais, c'est que les Libyens, quand Al-Bishari me donne cette cassette et quand il la remet devant moi, il me dit que c'est une voix d'homme français. Voilà. Après, on nous a expliqué que c'était une voix de femme. Bon. Alors, est-ce qu'à votre avis, un enregistrement d'une rencontre et de propos entre Nicolas Sarkozy et le colonel Kadhafi peut exister, peut avoir été enregistré tant en audio qu'en vidéo? Je ne crois pas, pour une simple raison, c'est que quand il y avait des enregistrements qui étaient faits, ils étaient faits dans le palais présidentiel de Kadhafi. Ils n'étaient pas faits sous la tente. Donc ils étaient faits dans un lieu fermé qui permettait et de filmer et d'enregistrer, et pas sous la tente.
Or, que je sache, M. Sarkozy n'a jamais été dans un lieu fermé avec M. Kadhafi, à Tripoli en tout cas, en Libye. Donc, je pense par contre, il y a des personnalités françaises qui ont sûrement été enregistrées, comme des Britanniques, des Américains, comme tout le monde. Il a enregistré de 1991 à 2011. Donc, il y a des milliers d'heures d'enregistrement. Il y avait 70 cartons avec des milliers de cassettes, des petites cassettes comme ça. Et donc, il y a tout un travail qui a intéressé apparemment les services français. Mais ensuite, on ne sait plus ce qui s'est passé, puisque Al-Bishari étant mort, il n'y avait plus de lien. Donc, qui l'a récupéré? Qui a récupéré ces documents? Est-ce que ce sont les Américains? Est-ce que ce sont les Britanniques? Le Qatar? L'Arabie Saoudite? La France? Le jeu est ouvert. Qu'est-ce qui pourrait faire que ces preuves sortent ou qu'elles ne sortent jamais? Alors j'ai envie de répondre une chose sur un des témoins assez particuliers que j'ai interviewé à Tunis, qui s'appelle Taher, qui est un kadhafiste, un militant convaincu, j'allais dire. Lui, enfin eux, ils sont dans un jeu une sorte de chantage politique. Oui, ils négocient, on voit bien, ils négocient de la sécurité pour Saïf al-Islam. Voilà, et pour eux-mêmes, c'est-à-dire que c'est ça, on parlait tout à l'heure de l'Élysée, ils essayent d'obtenir une sorte de sauf-conduit, une reconnaissance, et en échange de documents qu'ils disent détenir. Alors donc il y a un jeu, une sorte de chantage, on peut dire, hein, ou en tout cas de deal pour à la fois dire ok, vous nous reconnaissez, et on vous donne des éléments qui pourraient être contre Nicolas Sarkozy. Michel Scarbon, vous pensez que ça peut sortir un jour? Toute pièce secrète a vocation, un jour ou l'autre, à sortir, à faire apparition. On va revenir, Pascal, à la difficulté, vous parliez de Taher qu'on voit dans le reportage, la difficulté que vous avez eue pour qu'on comprenne bien la force de ces témoignages à recueillir justement toutes ces interviews. C'est des gens qu'il a fallu convaincre, qui au dernier moment parfois ont dit non, finalement on dit rien. Absolument, c'est-à-dire que moi j'avais disons que j'avais une visibilité, on va dire, puisque j'étais allé à Tripoli pendant la guerre, en 2011, j'avais rencontré un certain nombre de personnes, des proches de Saïf al-Islam, etc. Et donc, ils savaient qui j'étais, mais ça a été extrêmement difficile. Plusieurs fois, ils m'ont annulé les rendez-vous. Je suis allé 3 fois à Tunis pour finalement obtenir une interview de Taher. Pour Missouri, à Tripoli, donc l'interprète, le traducteur de Kadhafi, ça a été aussi très dur parce que il a accepté de me rencontrer, j'avais une bonne introduction auprès de lui, mais il refusait la caméra. Ça a été des heures et des reports et des reports et des reports. Il me disait oui, on se voit, Inch'Allah. On a vu que Zora Mansour, l'ancienne numéro 2 des Amazones de Kadhafi, qui est interviewée dans le documentaire, elle a été entendue très récemment par la justice. Est-ce que d'autres témoins, d'autres personnes, Pascal, que vous avez rencontrées, vont être entendues également? Oui, j'ai appris là récemment, c'était hier je crois, que Mostami Souri, justement, va être entendu par la justice française, mais il n'est pas actuellement en France, mais le juge en charge de cette enquête sur le financement éventuel de la campagne de 2007 a envoyé un policier de la police judiciaire donc pour entendre le témoignage de Mostami Souri, qui donc va rentrer dans la procédure en cours actuellement. Alors au cœur de votre enquête, Pascal, évidemment, on l'entend, on le voit, on le sent presque, ce sont ces pétrodollars, ces dollars qui affluent, qui auraient afflué. On parle au total, quand on résume tout ce qui aurait été dispersé, donné dans le monde, 500 milliards de Kadhafi. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Votre reportage là aujourd'hui sur les financements de Kadhafi est remarquable, mais vous pourrez faire, Madame Loison, bientôt une autre émission sur les milliards de la Libye. Parce que au moment où il y a la guerre, en 2011, la Libye a près de 500 milliards de dollars investis dans le monde. Les experts considèrent qu'il y a à peu près 200-250 milliards aux États-Unis et autant en Europe et dans le reste du monde, Australie, Canada, etc. Ils sont placés soit dans des entreprises, dans des participations d'entreprises, grandes entreprises, vous l'avez très bien montré dans le reportage, soit carrément en espèces ou en lingots d'or dans les banques. Qu'est devenu cet argent? On sait qu'officiellement l'OTAN et les Occidentaux ont restitué entre 11 et 34 milliards de dollars au CNT. Donc les 500 milliards dont on parle, et je ne parle pas des 50 milliards investis à travers le LAP sur le continent africain, mais où est cet argent? Donc les banques et les États qui ont fait la guerre, la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, savent très bien où est cet argent. Donc qu'est devenu cet argent? Pourquoi est-il encore gelé?
S'il a été dégelé, où est-il? Voilà. Un exemple à Paris, il y a pas mal d'immeubles qui appartiennent à la Libye et ça représente un capital d'1 milliard d'euros. Dans la FNAC? Dans la FNAC. Merci infiniment à tous les deux. Merci Michel Scarbonquier d'être venu nous éclairer. Merci Pascal pour cette enquête édifiante. Merci à vous pour votre attention. On se retrouve évidemment le mois prochain sur France 3 pour une nouvelle enquête de pièces à conviction. Très bonne fin de soirée.